Natacha Polony qui s'installe, la presse qui revient évidemment sur les propos de Laurent Wauquiez. Alors, Natacha. il est partout, Laurent Wauquiez, c'était peut-être ce qu'il espérait finalement. Allez savoir. Donc voilà, on a la tempête dans le verre d'eau politique. Alors les mots qui reviennent, c'est quand même arrogance et cynisme. Hein. Grosso modo, alors il y en a un quand même qui défend, non pas Laurent Wauquiez, mais en tout cas le fait que nous ne devrions pas en parler. C'est Patrice Carmouze dans l'Éclair des Pyrénées. Il dit, pour inacceptable ou bête qu'il soit, ces propos étaient des propos privés. On en fait des gorges chaudes alors qu'on devrait les tenir pour nuls et inexistants. Il faudrait en effet une fois pour toutes considérer que les citoyens et les hommes politiques en particulier ne sont engagés que par ce qu'ils disent publiquement. Ben oui, sauf que là, il parlait publiquement. Mais bon, il y a débat, mais tout de même, des étudiants. Bon, alors dans Paris-Normandie, on peut lire, certains pensent que Laurent Wauquiez, qui ne peut être suspecté d'être une oie blanche en politique, a monté cette opération pour faire le buzz. Là aussi, mot qui revient absolument partout. Lui seul détient la vérité. Dans tous les cas, c'est peu reluisant. Ça, on l'avait bien compris. Alors Hubert Coudurier est encore plus sévère dans le Télégramme. Laurent Wauquiez n'est certes pas un ange, comme la plupart des hommes politiques, mais ses propos méritent-ils un tel déferlement de critiques? Donc là, il a l'air de le défendre, mais après, le meilleur arrive. De telles révélations démontrent un certain talent pour la trahison. Nicolas Sarkozy, qui fut son mentor, en est la cible. Or, il est évidemment plus contestable de critiquer celui qui fut le leader de son camp et encouragea sa carrière qu'un adversaire politique comme Emmanuel Macron. Bon, lui-même orfèvre en matière de trahison, nous dit Hubert Coudurier. Bref, tout le monde en prend pour son grade. Pas de jaloux. Et dans la République des Pyrénées, Jean-Michel Elvig tape lui aussi. Ce qui jette une lumière crue sur son personnage, c'est sa phrase sur les bullshit qu'il livrerait en pâture aux médias quand il ne parle pas librement. Autant dire que le procès en insincérité qui est régulièrement instruit à l'égard d'un politicien passé du centrisme au populisme au gré de son arrivisme n'est pas prêt de se clore. Bref, il est rhabillé pour l'hiver, pour le printemps aussi. Et dans la presse de la Manche, Jean Levallois parle de propos révélateurs de ce terrible univers impitoyable d'une classe politique dont les haines et les bassesses ne peuvent plus tenir lieu de programme et encore moins de solutions d'avenir pour notre pays. Aux propos acides, méprisants et prétentieux du président de LR doit répondre un puissant lessivage à l'eau de Javel pour décaper et nettoyer cet univers sulfureux et nauséabond. Rassurez-moi, il y a d'autres sujets ce matin dans la presse, Natacha? Oui, heureusement, et qui parle, pour une fois, qui parle du bien commun, de l'intérêt général, parce que c'est ça qui était quand même un tout petit peu absent des propos de Laurent Wauquiez, on l'aura remarqué. Alors il y a par exemple la une du Figaro, squatteurs, les propriétaires désarmés face au fléau. On en a déjà parlé ici, je vous avais cité des cas qui étaient cités par le Parisien, absolument hallucinants. Le Figaro y ajoute un cas aussi assez connu, celui de cette nonagénaire du Lot-et-Garonne qui a été mise en maison de repos parce qu'une part de sa maison était squattée. Donc la malheureuse est dans une maison, voilà. Alors c'est un problème de loi, nous dit le Figaro, parce que la loi reconnaît la violation de domicile, mais pas la violation de propriété. Donc on peut ergoter sur la question de savoir si c'est vraiment le domicile, si c'est une résidence secondaire, si c'est pas exactement tout le domicile. Bref, le Figaro traite ça vraiment en long et en large, nous parle également de la pénurie de logements et du fait que les bailleurs, les propriétaires finalement n'osent pas louer parce que les locataires indélicats sont nombreux et surtout les expulsions ne sont jamais exécuté, c'est l'État qui indemnise parce que les préfectures ne font pas appliquer les décisions d'expulsion. Bref, c'est le contribuable qui paye. C'est une habitude. Oui, tout à fait. Et l'article sur 2 pages du Figaro est excellent parce qu'il est très factuel. Il indique la législation et avec des cas tout à fait parlants. Natacha, l'Union européenne qui concentre aussi les attentions. Et oui, et il faudrait que nous regardions ça de près, parce que très souvent on a l'impression que tout ça est compliqué, etc. Mais n'empêche qu'il y a un enjeu énorme. L'opinion titre, BCE, Commission, Conseil, le mercato européen est ouvert. Et l'opinion rappelle qu'il y a une très mauvaise habitude des Français qui consiste à acheter la mansuétude des Allemands sur nos affaires de déficit en leur laissant les postes clés au sein de l'Union européenne. Ça fait des années que ça dure. Et du coup, nous perdons petit à petit la capacité tout simplement à négocier. Et ça va se jouer par exemple dans des sujets cruciaux. Le Monde nous parle de la question de la défense européenne. Paris et Berlin ne sont pas en phase
sur la défense européenne, en fait. Pourquoi ? Parce que Berlin continue à aller dans le sens d'une suggestion à l'OTAN. Berlin continue à penser que le parapluie américain est indispensable, contrairement à toutes les positions prises par Emmanuel Macron jusqu'à présent. Évidemment, les États-Unis sont particulièrement en pointe sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que c'est un enjeu pour leur industrie d'armement et qu'ils ne voudraient surtout pas qu'une industrie d'armement européenne vienne les supplanter. Alors, tout ça se fait sur fond d'élargissement possible. Et là aussi, c'est un enjeu énorme. C'est toujours dans Le Monde. Je vous conseille de lire la double page sur les Balkans. L'Union européenne face au dilemme de l'élargissement, puisqu'il est question, petit à petit, d'intégrer les pays des Balkans, que ce soit l'Albanie, la Macédoine, la Serbie. Alors, la Serbie est plus proche de l'adhésion que les autres. Mais tout de même, il y a cette idée que certains de ces pays pourraient adhérer en 2025. Ils font semblant de faire des réformes. Nous faisons semblant de faire avancer l'intégration. Le problème, c'est que sur 2 pages, on ne sait toujours pas, je n'ai pas lu à quel moment on parlait de l'acceptation des peuples. J'ai pas trouvé. En tout cas, pour revenir sur la stratégie française en matière de postes européens et internationaux, c'est vrai qu'il y a un vrai problème parce qu'il y a des leviers de commande très importants. On a par exemple consacré nos forces à la nomination d'Audrey Azoulay à la tête de l'UNESCO, ce qui n'avait, je crois, pas grand intérêt, et on a laissé tomber des nominations internationales comme la présidence du PNUD, par exemple, des programmes des Nations Unies pour le développement, ce qui était une erreur stratégique majeure. Mais la question des nominations internationales est un facteur d'influence crucial. Et oui. L'article du jour, Natacha. Alors, je vous conseille de lire, c'est toujours dans Le Monde, d'ailleurs, c'est la double page de débat qui est consacrée aux enfants face aux écrans. Alors, il y a une pétition de plusieurs spécialistes de psychologie infantile qui expliquent qu'il ne faut pas trop vite parler d'autisme et d'addiction. Vous savez, ce sont les termes qui ont été employés ces derniers temps à propos des jeunes enfants. L'idée qu'ils présentaient des troubles de type autistique quand ils étaient mis trop souvent, trop fortement aux écrans. Alors, ils disent pas du tout, il ne faut pas employer ces mots-là. Il faut surtout informer, prévenir et éduquer et ne pas cultiver la peur. Terme assez classique, mais bon, je ne vois pas en quoi on cultive la peur quand on prévient d'un danger qui est un danger grave, quels que soient les mots qu'on mette dessus. Alors ils disent qu'il faudrait qu'eux, ils se battent pour faire respecter les courtes durées. Bah, c'est raté, visiblement, depuis des années. Et donc ils plaident pour l'éducation au numérique à l'école. Très bien, le problème se passe dans les familles. Alors en face, vous avez une tribune d'une des membres du collectif Surexposition aux écrans, qui, elle, explique pourquoi ils emploient ce terme de spectre autistique. Et elle explique que c'est tout simplement que les stimuli qui sont envoyés par les écrans empêchent petit à petit l'enfant, évidemment, d'être stimulé par des choses plus lentes, plus calmes. Et surtout, eh bien, ça prend la place de l'échange avec les parents. Et le bébé qui n'échange pas, notamment le regard avec sa mère, va être tenté de se construire ses propres stimulations, ce qui ressemble de loin à des formes d'autisme, en tout cas à une stimulation auto-centrée. Ne pas cultiver la peur, mais lire cet article du Monde. Exactement. Merci beaucoup, Natacha.